Bonjour et bienvenue dans Humain, le podcast qui parle d'intelligence artificielle autrement. Comme à notre habitude, on ne parlera pas de la dernière solution à la mode, de puissance de calcul ou des technologies qui vont révolutionner nos façons de travailler, mais on va plutôt parler de vous, de nous, de la manière dans laquelle ces intelligences artificielles sont en train de changer notre façon de penser, de travailler, de collaborer. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Linda Molky et Jean-Christophe Baralis, que je laisserai se présenter, bien sûr, par rapport à leur bouquin Manager à l'ère de l'IA, mais aussi d'une manière plus générale par rapport à la Persistive Inquiry et comment ces approches-là peuvent être extrêmement importantes dans la façon dans laquelle on adopte l'IA dans nos organisations et même dans notre quotidien. Donc Linda, Jean-Christophe, merci encore d'être là. Merci. Si vous pouvez donc vous présenter et présenter d'où est venue l'idée de ce livre. Eh bien, très bien, c'est parti. Merci Mohamed de nous avoir invités. Alors, que tu parles d'humain, ça nous va bien. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Linda Molky, j'ai 44 ans, je suis ingénieure de formation et aujourd'hui entrepreneur et auteur. Et j'ai le droit de me présenter comme je veux. Bien sûr. Allez, Donc, on c'est est parti. dans un espace de liberté. Ok, Donc- mais j'y vais. Simplement dire que j'ai passé un peu plus de 18 ans dans un grand groupe que tout le monde connaît qui s'appelle la SNCF. J'y ai occupé des postes très différents en sécurité ferroviaire, en production voyageurs, en relations clients, système d'information, ressources humaines et j'en passe. Et je dirais que le fil rouge de ma carrière a été le management sous toutes ses formes, le management transverse, hiérarchique, management de projet. Et que dire d'autre j'ai été formée à l'AI, à la SNCF, parce qu'on a eu cette initiative-là de se dire, tiens, ce serait intéressant quand même d'aborder les sujets autrement que par le biais négatif. Juste pour la petite histoire, je suis Black Belt Lean Six Sigma, donc j'ai ce prisme-là d'analyser Du process, les causes racines, de processer. Donc effectivement, pour moi, les méthodes ne s'opposent pas. Simplement, à un moment donné, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on a fait pas mal de résolutions de problèmes. Mais quand on fait de la résolution de problèmes, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais on a du mal parfois à emmener les collectifs jusqu'à la résolution parce qu'il y a une espèce d'énergie qui s'effondre à un moment donné. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait fonctionner et comment est-ce qu'on pourrait peut-être prendre les sujets différemment? Je ne dis pas volontairement problème, je dis sujet. Effectivement. Et on s'est dit, tiens, on a découvert l'Appreciative Inquiry, on a rencontré Jean-Christophe, on est allé se faire former. À l'époque, je travaillais pour TGV Est, l'européenne, et le CODIR a été formé. Et on s'est dit, tiens, cette méthode-là, c'est quand même pas mal parce qu'en fait, c'est très structuré aussi. Là, je m'adresse à tous les ingénieurs qui nous écoutent. Ne vous inquiétez pas, il y a quand même des plans d'action à la fin. Mais le début, en fait, l'origine, la façon dont on traite les sujets n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que plutôt que d'analyser les causes racines du problème, on va aller analyser les causes du succès. Et ça fait toute la différence et ça me permet de passer la main à mon coéquipier qui va en parler un peu mieux que moi. C'est beaucoup plus qu'une présentation. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, Jean-Christophe Baralis, donc, j'ai eu le privilège avec Jean Pagès en 2003 d'introduire en France une approche un peu contre-culturelle, un peu innovante, qui bouscule les habitudes, qui est une approche qui se nomme Appreciative Inquiry. Donc, en France, on pourrait dire démarche appréciative ou posture appréciative. Et depuis, nous avons, avec Jean Pagès, créé un institut de formation qui est partenaire de l'Université de Cleveland, qui est le berceau de cette approche. Et la vocation de l'Institut, c'est de former, c'est comme Linda et son équipe, et ceux d'Engie aussi, et bien d'autres, d'intervenir aussi sur des sujets un peu forts sur lesquels une entreprise, une organisation se pose une question et se dit, tiens, si je changeais quelque chose, je transformais quelque chose, partir de ce qui marche, de ce qui fonctionne peut être un atout. Donc ça, c'est la vocation aussi seconde de l'IFAI. Et puis, nous sommes partenaires d'une chaire qui est le don au travail à l'Université de Nantes, où nous avons participé à des travaux de recherche en se disant que le don au travail est un facteur de réussite et que quand on partage une réussite avec quelqu'un, on fait œuvre de don, l'autre reçoit. Donc voilà, moi, mon métier, c'est vraiment de promouvoir cette approche
même au-delà des entreprises, hein, avec des enfants, avec des familles, avec Des adolescents des aussi. adolescents. Non, mais génial. Mais moi, j'ai envie d'en savoir plus. C'est quoi cette Appreciative Inquiry? C'est quoi l'histoire? Et Ouais. comment c'est arrivé en France? Tu as eu ce privilège de l'amener, Ouais. donc de l'initier ici. Avec Jean Concrètement, Pagès. c'est quoi? Alors, avant d'être concret, je dirais qu'il y a un berceau qui est l'Université de Cleveland, dans une chaire de sociologie des organisations. Et des étudiants font une thèse. Donc, pour faire une thèse, il faut étudier un système. Et donc, ils étudient le service de chirurgie cardiaque de l'hôpital de Cleveland, qui était un très, très gros hôpital et qui a une forte notoriété mondiale. Et en étudiant le système, ça veut dire quoi le système? C'est-à-dire qu'ils interrogent le médecin, le chirurgien, l'anesthésiste, enfin tous les acteurs de la santé. Mhm. Il se trouve que, étonnamment, le personnel remonte des moments efficaces de travail. Ça marche, ça fonctionne, ça réussit. Alors qu'ils s'attendaient plutôt à se dire, bon, il y a des problèmes ici, il y a des difficultés là. Voilà. Et donc, ils ont ces informations qui sont un peu inattendues. C'était volontaire ou Non, le personnel a répondu aux questions que ces étudiants posaient. Hein. Mhm. Donc David Copperrider, qui m'a formé, avait 25 ans à l'époque, et puis voilà, ils ont étudié ça pendant plusieurs mois, voire années. Et leurs professeurs, Suresh Srivatsa et Ron Fry, qui aussi a été mon formateur, se sont dit, mais ce qui est intéressant, c'est ce que vous leur avez demandé, pourquoi ça marche. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que si vous remontez que ça fonctionne entre eux, la coopération, l'efficacité entre les services, les métiers, de comprendre qu'est-ce qui fait que ça marche, pourquoi ça marche, sur quoi se basent finalement les professionnels pour réussir une activité, une tâche. Je dis, tiens, ça c'est intéressant. Donc ils ont refait une passe et ils sont allés poser une question, c'est-à-dire oui, vous nous avez dit que ça marchait, mais on voudrait comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, vous voyez? Et ce qui est intéressant, nous avons l'habitude dans le monde occidental de poser un pourquoi sur pourquoi le problème. Mais quand ça marche ou quand ça réussit, c'est normal. C'est le process. C'est ce qui devrait arriver. C'est du normal. coup, Je suis payé pour. Donc, si on ne dit pas pourquoi tu réussis, parce que c'est logique, c'est normal, c'est évident, on n'a pas de réponse. Si on n'a pas de réponse, on n'a pas d'enseignement. Si on n'a pas d'enseignement, on n'a pas d'apprentissage. Donc, le berceau de l'approche, c'est qu'en fait, ils ont découvert, et ça, c'est la direction de l'hôpital qui leur a dit, mais depuis que vos étudiants sont passés, la deuxième fois, et qu'ils ont interrogé sur les mécanismes de succès, alors ils ne l'ont pas dit comme ça, mais c'est un peu l'orientation de la recherche, il se trouve que ça fonctionne mieux, qu'il y a de l'engagement, de la motivation. Il y a des problèmes qui étaient dits, mais qui se sont résolus. Et finalement, ils ont eu un retour de la direction de l'hôpital, qui sont aux États-Unis, ce n'est pas des philanthropes. Je leur dis, mais dites donc, si ça marche, ce qu'on vous propose, c'est de faire les 10 000 personnes. ah oui, de former les 10 000 personnes à cette approche-là. D'aller, pas former, mais d'aller questionner. Et donc, la thèse de David Copperrider, c'est la première fois qu'apparaissait le terme Appreciative Inquiry, elle date de 86. Okay. Voilà, donc c'est bien un berceau universitaire. Mais génial. Moi, avec mon prisme très facteur humain et très sciences cognitives, j'y vois un peu une manifestation de l'effet Pygmalion. Oui. C'est cette façon de faire entrer les gens dans des boucles vertueuses où le fait de faire quelque chose de positif va encourager ton environnement à apprécier et du coup à t'encourager à continuer. Tu vas aller faire encore plus. Et du coup, j'ai l'impression c'est très intéressant. Et du coup, ensuite, comment tu as ramené ça en France et comment ça a été accueilli, pris en France? Alors, pour vous montrer, pour être concret, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu une des premières expériences dans un aéroport où il y avait une compagnie qui se plaignait, c'est que les bagages n'arrivaient pas sur le bon tapis, étaient dégradés. Donc, il y avait un pourcentage de bagages défectueux, je ne sais pas, 15% ou 20%. Et donc, en fait, la manière d'agir dans un modèle comme ça, c'est d'étudier pourquoi il y a 15% des bagages qui n'arrivent pas au bon endroit.
Et eux, ils ont interrogé non pas les 15%, mais ils ont interrogé les 75%. Les 85. Les 85%. Ouais. De se dire, mais s'il y en a, c'est 15% qui arrivent pas, mais les autres arrivent quand même au bon endroit. Donc, vous voyez, c'est ça qui a été, c'est le prisme, c'est d'interroger là où ça fonctionne. Et donc, il y a eu plusieurs expériences aux États-Unis. Et puis, de fil en aiguille, on a eu le bouquin, le livre Appreciative Inquiry Handbook en main. C'est Jean Pagès qui a été vraiment qui a découvert ça. Et un jour, on devait se réunir, moi en tant que jeune consultant, pour faire un réseau. Il n'y avait pas LinkedIn à l'époque. Et on s'est dit, si on veut faire un réseau de consultants, on va proposer à quelqu'un de venir nous aider, de faire ça le samedi gratuitement. Et donc, on a eu les réponses de Jean Pagès qui nous a dit, il y a 2 problèmes, c'est que c'est le samedi, je ne travaille pas, et c'est gratuit. Par contre, j'ai découvert quelque chose et je voudrais bien expérimenter avec vous. Et c'était la première fois en 2003 qu'on découvrait cette expérience-là. Ok. Voilà. À l'aéroport, mais c'était. Non, ça, à l'aéroport, c'était aux États-Unis, mais en France. Et après. Sur quoi ça a commencé? Sur quoi c'était vraiment la chose. Et puis ensuite, en tant que consultant, on avait des copains des RH ou RH, on leur a donné un coup de fil avec Jean. On leur a dit, bon, écoute, on veut bien tester quelque chose, on ne se fait pas payer ou très peu pour voir si ça marche. Et donc, on a, pendant au moins 4-5 ans, on a accompagné des collectifs, dont Isover Saint-Gobain, Michelin. Des entreprises qui nous ont dit banco, on veut bien essayer. Et ça a marché, ça a fonctionné. Voilà. Et c'est atterri chez toi. Un jour, c'est venu à la SNCF. Et à la SNCF, ça a marché aussi. Il y a eu des vraies situations, des vrais cas d'usage ou Ah oui. Bah, en fait, pour la petite histoire, quand même, alors je vais citer Eric Van de Geust, qui est aujourd'hui LDRH adjoint du groupe SNCF, mais à l'époque, il dirigeait TGV Est. Et déjà, c'est quelqu'un qui a cet état d'esprit-là. C'est-à-dire on en parlera plus tard, mais déjà d'un point de vue managérial, c'est-à-dire qu'il a un management qui est très axé sur l'humain. Donc, il est très sensible à ces thématiques-là. Et il a décidé, en fait, de se lancer pleinement dans cette expérience-là. Et j'ai même, pendant un temps, tenu la mission de pilote du déploiement de l'Appreciative Inquiry chez TGV Est, l'européenne. Donc, c'était une vraie initiative et une vraie conviction qu'on a partagée. Enfin, moi, je me suis lancée pleinement là-dedans, quand bien même, effectivement, j'étais formée depuis des années au Lean Six Sigma, mais parce que, en fait, quand on l'expérimente, on sent la puissance de l'outil. Et j'ai envie de dire, quelle que soit la problématique ou quel que soit le sujet. C'est hyper structuré, on rentrera dans le détail après, mais ça commence par des conversations. Donc, c'est mettre le travail, son quotidien au travail, en conversation avec ses collègues. Et quand on l'expérimente, en fait, on sent une espèce d'énergie, j'ai presque envie de dire une énergie humaine qui nous anime et qui est pas simple au départ. Ce matin, on a fait expérimenter la salle. On a donné une conférence à Agile en Seine ce matin et on a fait expérimenter la salle. Et les premiers retours qu'on nous a fait, c'est ah, mais c'est bizarre, moi je trouve pas d'expérience positive à raconter. Quand on se parle d'innovation, parce que c'était l'innovation digitale, c'était la question de ce matin, je trouve que des irritants. C'est le terme irritant qui était sorti. Donc c'est pas simple au départ. Et effectivement, peut-être on a le biais négatif on n'a pas l'habitude, biais de négativité, et on a été construit. On a ce logiciel de traitement de ce qui arrive d'un point de vue problème. On le reformule même en tant que problème et on essaye d'irritant. Le terme irritant est très présent dans les entreprises. Donc effectivement, je vais pas dire douloureux, mais c'est pas naturel au départ. Et puis finalement, c'est un effort qu'on fait et on va chercher cette expérience positive et on se rend compte que dans la salle, ça commence à discuter, il y a des conversations qui se mettent en place et il y a des connexions qui agissent. Et puis finalement, ça, c'est très chimique quelque part parce que c'est notre humanité qui appelle à ça. Quand on se raconte, on se connecte à l'autre et finalement, ça vient. On arrive à trouver des expériences positives. Et donc, l'exploration, c'est d'aller voir ce qui a été positif, ce qui émerge, c'est le pourquoi, qu'est-ce qui m'a animé, quelles sont les ressources que j'ai mobilisées. Et tout ça,
nous amène finalement à avoir de la matière ultra puissante pour la mettre au service du projet, quel qu'il soit. Génial. Et du coup, comment vous vous êtes retrouvé à passer de l'Appreciative Inquiry qui paraît extrêmement ambitieuse et du coup, aujourd'hui, il y a combien de personnes formées à l'AI en France? Je pense que nous, on a formé pas loin de 2000 personnes. Ah oui, ok. 2000 personnes. Et dans les pratiques, maintenant, des entreprises de toute taille viennent ou ça reste principalement au niveau des grandes entreprises? Non. Vous avez des médecins, il y a eu les compagnons du devoir, Oui. on a eu les apprentis d'Auteuil, vous avez bien sûr des grands groupes. Ce qui est génial, c'est que vous avez dans une salle, vous pouvez avoir quelqu'un de chez Total qui est à côté d'une infirmière, par exemple. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, finalement, peu importe d'où on vient, le contexte qui nous fait vivre, mais globalement, raconter une histoire, tout le monde est armé pour le faire. Et peu importe le besoin qu'on a, parce que, alors, on parlait, c'est un peu mon prisme en ce moment, les adolescents, mais on parlait d'adolescents tout à l'heure, typiquement. Donc moi, j'ai eu la chance de revivre la formation Appreciative Inquiry la semaine dernière. Et pendant toute la formation, et pourtant j'étais déjà formée et j'ai pratiqué, pendant toute la formation, j'avais l'impression de la redécouvrir d'une certaine manière parce que j'avais un prisme différent. J'en avais besoin à titre personnel, justement, de désactiver ce biais négatif et d'essayer de, quelque part, d'irriguer mon quotidien un peu plus avec un biais positif qui va aller chercher ce qui fonctionne, justement pour me donner des armes, quelque part, pour construire en l'occurrence avec mes adolescentes. Et donc, ça s'utilise dans toutes les matières, quelque part, y compris dans la matière quotidienne, et dans la sphère humaine personnelle. et dans la sphère Bien personnelle. sûr, tout à fait. Ce qui me ramène au livre, c'est quoi l'acheminement depuis donc l'Appreciative Inquiry jusqu'à manager avec l'IA et aujourd'hui l'IA dans l'Appreciative Inquiry? Ouais. C'est marrant aussi cet effet Ah, miroir c'est entre une- IA et Ah, AI. mais ça vient de Ose là, raconter en fait. l'histoire, là. Ouais, ça vient de là. Mais en fait, ça a commencé par mes questions en tant que manager, mes doutes. Donc en 2022, 2023, quand arrivent les IA génératives, alors il faut se dire que moi je faisais partie d'un grand groupe, une grosse boîte d'ingénieurs où la légitimité managériale reposait beaucoup sur La la réalisation. connaissance, l'expertise. Et quand en 2022-2023 arrivent les IA génératives, on voit très bien qu'elles produisent de la connaissance immédiate sans effort. Et on se rend compte que très vite, elles vont nous battre de plein fouet d'un point de vue cognitif. Donc, à ce moment-là, je me dis, mais sur quoi va reposer quelque part ma légitimité managériale dans quelques années? Et il y a un événement qui m'a marqué. Je faisais partie d'un programme de leadership du groupe. Et lors d'une conférence sur l'IA, la conférencière nous demande qui est pour ou contre l'IA. Donc, à l'époque, c'était encore des questions qu'on posait. On les pose plus trop aujourd'hui. Et la salle, je dirais que près de 50% de la salle s'est déclarée contre. La salle était composée de dirigeants. Et là, je me suis dit, oula, il y a deux questions qui me sont venues. La première, c'est qu'est-ce que ça signifie être contre? Parce que de toute façon... C'est ça, c'est quoi être pour ou contre c'est l'IA? quoi? Alors, il y a tout un tas de résistances. Moi, j'ai vu des gens totalement contre pour des raisons éthiques, d'autres totalement contre pour des raisons environnementales. Enfin, voilà, chacun a ses ressorts ou ses résistances. Mais je me dis, mais on ne maîtrise pas. De toute façon, ça ralentira pas le rythme des avancées technologiques. Donc, et la question que je me suis posée, c'est... qu'est-ce que ça signifie, en fait, ce rejet? Qu'est-ce qu'il dit de nos peurs collectives? Et in fine, quelle va être la conséquence pour l'entreprise qui, elle, de toute façon, n'aura pas le choix que de s'adapter à son environnement. Et à ce moment-là, si je reviens à moi en tant que manager, si les bots savent mieux répondre que moi, savent mieux processer mon activité, mieux la piloter, sur quoi va reposer mon rôle demain? Ma légitimité, ma fierté de manager. Et en fait, c'était un peu le point de départ de ce livre. Et avec ces questions-là, je déjeune avec Jean-Christophe un jour de décembre 2023. On n'est plus tout à fait sûr de la date, mais il me semble que c'était aux alentours de décembre 2023.
Je lui partage mes questions, je lui partage mes doutes et je m'amuse de cet effet miroir dont tu parles, Mohamed. Il y a quand même intelligence artificielle, AI, appréciative inquiry, c'est marrant l'effet miroir. Et je lui dis en plus, ça ferait un super titre de bouquin quand même. Pour la petite histoire, l'éditeur l'a pas pris, mais c'était le nom du projet pendant longtemps, avant de trouver son nom définitif. Okay. Donc voilà pour l'histoire. Ça a commencé comme ça. Et qu'est-ce qui t'a, dans ces interrogations amenées par Linda, comment ça a résonné en toi, Jean-Christophe? Dans quoi tu t'es projeté quand tu t'es dit, OK, il y a un bouleversement qui arrive dans les entreprises, des interrogations, parfois de la remise en question sur ce que je suis capable de faire, ce que je vais en faire. Et bien sûr, là, c'est limite le côté négatif de la chose. Avec quelqu'un qui est dans l'appréciative inquiry peut-être tout le temps, on va projeter plutôt qu'est-ce qui fonctionne déjà et comment on le fait avec l'IA. Du coup, comment les interrogations de Linda ont résonné chez toi? Je me souviens que quand elle m'a posé le sujet d'un livre sur IA-AI, je me suis dit, non, moi c'est AI, c'est pas IA. C'est en anglais. Parce que je pratiquais pas l'IA en fait. Il a fait de la résistance au départ. Donc je lui dis, oui. Et donc j'avais pas de représentation si tu veux, parce que je sais même pas s'il y avait ChatGPT à l'époque. Enfin, j'en sais rien. Enfin, bref, dans mon quotidien de travail, je n'avais pas besoin d'utiliser une intelligence artificielle. Voilà, je prends les mains, j'agis, etc. Et puis, ce qui m'a animé, c'est son enthousiasme et aussi son expérience, parce que moi, je ne viens pas d'un grand groupe, je n'ai pas été manager dans un grand groupe, et quand elle a amené le sujet, vu son enthousiasme et sa dynamique, je lui ai dit, tiens, sur un malentendu, ça peut marcher. Un beau malentendu, finalement. Et puis, on s'est dit, oui, et là, ça m'a fait réfléchir, tu vois, par exemple, sur le fait que si la démarche appréciative, c'est mettre le travail en discussion, quand ça marche, quand ça fonctionne, juste pour se remettre en selle et puis éviter d'être toujours dans une culture du déficit ou du dégât ou du problème. Je dis, tiens, s'il y a des résistances ou parce que les gens ne comprennent pas trop ce que ça va induire dans leurs tâches au quotidien, la peur d'être utile, est-ce que je vais être utile encore? Est-ce que je vais être compétent? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va réfléchir à ma place? Finalement, si je mettais deux jours pour faire un rapport et qu'il sort en 10 minutes, même pas 10 minutes, c'est beaucoup, quid de ce que je deviens? Donc, ces questions, quid de ce que je deviens, c'est une question existentielle. C'est où je me place dans l'espace, la temporalité. Ça rejoint un peu le système cognitif. C'est que nos peurs, c'est aussi de savoir ce qui va nous arriver. Et donc, on s'est dit, je dis banco, on peut peut-être étudier avec des gens qu'on a interviewés, des managers dans le livre. Donc, il y a plusieurs personnes. Et puis, je me suis dit, mais si la démarche appréciative, c'est mettre en commun des situations de travail dans lesquelles on a eu à gérer des innovations qui nous ont bouleversés, qui nous ont déstabilisés, qui ont changé nos habitudes, mais qu'on a su dépasser, qu'on a pu réussir à faire évoluer, et que finalement, je suis encore là, ça peut être intéressant de faire dialoguer ces personnes de manière à ce qu'elles réaccèdent à non pas une anxiété, une angoisse de ne pas être utile ou finalement d'être affecté à d'autres tâches parce que ça va trop vite. Et voilà, c'est comme ça qu'on a réuni nos forces pour que l'effet miroir IA-AI soit un petit côté ludique. Mais j'ai vraiment trouvé l'utilité de pouvoir m'interroger ou interroger les organisations avec cette approche. Peut-être, avant de rentrer un peu plus dans le détail sans forcément tout révéler, laisser un peu d'intérêt, comment ça a été accueilli par les personnes à qui vous avez présenté ce projet ? Tu pourras témoigner parce que tu fais partie des contributeurs. On a cette chance. Je suis peut-être mauvais client parce que moi je suis ouvert à tous les sujets, donc il n'y a pas de souci. Mais en fait, déjà, la façon dont on l'a présenté, c'est que moi j'avais des questions et des doutes en tant que manager, mais il fallait vérifier si ces doutes, ces questions étaient partagées. Donc c'était en fait le premier élan, c'était de se dire
moi, je n'ai pas de légitimité à raconter l'histoire managériale de tout le monde. Donc, il faut aller chercher d'autres dirigeants, d'autres managers dans des contextes différents pour voir comment eux abordent le sujet de l'intégration de l'IA, de la transformation quelque part, parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui évoluent plus vite qu'avant, de cette espèce d'accélération, en fait, qui... Moi, la façon dont je le voyais, c'est qu'on vivait une accélération qui était finalement plus en accord avec l'horloge biologique d'une certaine manière. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je sens qu'il y a une espèce de dissonance. Ouais. Et je le vivais, en fait, même pas à titre personnel, mais plutôt en regardant les équipes. Moi, je me disais, c'est ce qu'il y a de perturbant dans mon dernier poste. En fait, je dirigeais une agence qui accompagnait la mobilité professionnelle des salariés en région Grand Est. Donc, c'est l'espèce d'organe de la SNCF qui accompagne les transformations du groupe, des transformations qui sont très fortes et qui... On avait cette chance-là d'avoir des personnes qui, quelque part, sont là pour concilier les enjeux économiques, technologiques et les enjeux humains, parce que c'est un groupe qui prend soin de l'humain et c'est une chance. Et en voyant les conséquences de ces transformations sur les collectifs, je me disais, waouh, quand l'IA va arriver pleinement, parce que pour l'instant, elle arrive doucement, mais quand elle arrivera de façon plus forte, comment vont-ils faire, ces gens ? Parce que je voyais déjà la fracture numérique qui existait, ne serait-ce qu'avec des outils numériques de base. Donc demain, comment toute cette population va vivre ces transformations qui sont encore plus fortes ? Cette recomposition des métiers, ces savoir-faire qui évoluent. Comment est-ce qu'on va réussir à accompagner ça alors que cette accélération n'est pas forcément en phase avec le rythme de l'humain ? Et donc, ces questions-là, c'était important qu'on aille les soumettre à d'autres dirigeants, à d'autres managers dans des contextes différents. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'est cette enquête, pas appréciative, mais cette exploration. On a interrogé plusieurs dirigeants. Dans des contextes différents. Donc, dont toi, on a eu la chance d'avoir ton témoignage qui était très chouette. C'était un vrai plaisir de partager ces visions-là. Et effectivement, c'est des interrogations, comme tu l'as dit, qu'on se pose tous sur... l'évolution de notre position en tant qu'humain dans une organisation, bien sûr, professionnelle, mais aussi sur plein d'autres sujets. D'ailleurs, peut-être on n'a pas de réponse, c'est une première piste. Et du coup, ça m'amène à la question, pourquoi juste sur le management ? Parce que c'est quelque chose qui va toucher tous les niveaux de l'entreprise et pas simplement le management. La notion que tu as évoquée, Jean-Christophe, sur qui je suis, où est-ce que je me positionne dans un espace, dans une organisation, etc., elle concerne tout le monde, pas simplement les managers. Mais pourquoi les managers ? J'entends la réponse à tes propres questions. Propres questionnements, mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. Il y a aussi une conviction, enfin en tout cas j'ai une conviction forte que ces transformations-là, la façon dont elles sont portées et l'impact qu'elles auront sur les organisations dépendent beaucoup de l'impulsion et de la façon dont le management en grand l'aborde. Donc effectivement, il y a un prisme qui est que les managers sont en première ligne parce qu'ils vont être touchés de plein fouet. Et donc souvent dans les organisations, quand on transforme, on pense aux équipes, pas toujours aux managers, parce qu'on se dit le manager est armé pour mener les transformations. Moi, j'en suis pas sûre. Et je le vois d'ailleurs avant même l'IA, c'est-à-dire que souvent, le management intermédiaire, c'est très dur parce qu'ils sont entre les aléas opérationnels et puis une direction, une stratégie qui n'est pas toujours très claire pour eux. Donc, c'est une population, selon moi, c'est une population à risque pour eux-mêmes et pour les équipes, parce que si eux ne sont pas en capacité de s'approprier les transformations qui leur arrivent, la transformation de leur propre rôle, comment est-ce qu'ils arrivent à se situer dans ce système et comment ils arrivent à quelque part muter, on rentrera un peu plus dans le détail, mais pour moi, il y a une espèce de mutation enfin, on n'a pas le choix, c'est-à-dire que l'IA oblige le management à se re-questionner sur son rôle, sur sa position
dans l'organisation. Si le management ne prend pas ce virage-là, ça va être très compliqué pour les équipes. Et d'un point de vue extérieur, on a la vision très opérationnelle de Linda de l'intérieur d'un grand groupe avec ses réflexions sur le management, mais aussi avec une vision relativement extérieure, en gérant tout un pôle de gestion de compétences, de transformation, mobilité au sein d'un groupe où j'imagine les mobilités doivent être relativement fréquentes. De l'extérieur, comment tu voyais toi cet impact sur le management et l'arrivée de ces IA sur le management? En fait, les managers ou les leaders, peu importe comment on les appelle. C'était une autre question que j'allais poser. Est-ce que vous faites bien la différence entre leadership et management? Ouais, c'était un grand sujet. Pas nécessairement. Cadrer on reviendra. La figure d'autorité dans une équipe, celui qui rassure, celui qui mobilise, qui organise le travail, qui cadre le travail et qui s'assure que ce que ces équipes font soit en lien avec ce qui est demandé. Donc de faire le lien un petit peu entre le travail prescrit et puis ce que font les gens en réel. Moi, je trouve que la porte d'entrée d'un manager, c'est justement de faire en sorte que l'intégration de l'IA, qui peut être individuelle, c'est-à-dire un peu parcellée et que chacun l'utilise comme il veut, soit cadrée dans un esprit d'équipe et de coopération. C'est-à-dire que finalement, là où on se réunissait pour échanger notamment sur un sujet, donc de créer un lien fort qui est vraiment utile à la coopération, à la confiance, ça on le sait bien, et bien de faire en sorte que ce lien existe toujours pour garder l'esprit de corps, parce que le corps social, il se construit dans l'humanité, dans le lien, dans la résonance qu'on a les uns avec les autres. Donc la porte d'entrée du manager sur l'IA, c'est attention, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de garder ce qui a fondé le management depuis des années, c'est-à-dire qu'on est passé du contrôleur et du chef à quelqu'un qui organise, qui motive, qui anime, qui rassure. Et donc, voilà, c'est pour ça que ça nous a paru intéressant de faire en sorte que si des équipes ont peur, qu'il ait une petite responsabilité de pouvoir rassurer. Donc, en tous les cas, d'amener les personnes à diminuer une anxiété liée à l'usage. Et d'être en capacité de rassurer, parce que pour être en capacité de rassurer, il faut qu'il soit rassuré lui-même. Oui, alors ça c'est... Après, oui, est-ce que parfois il y a l'image de rassurante et être vraiment rassuré. Effectivement, j'ai eu des postes de management où fallait quand même, et comme tu l'as dit, ce middle management qui est entre les deux, à la fois assurer une certaine stabilité, structure et sérénité auprès de ses équipes. Et il y a le top management qui a ses objectifs. Et quelque part, ce middle management est un peu ce tampon où... Entre le marteau et l'enclume. C'est ça. Comment s'assurer que ces équipes continuent à fonctionner, produire comme elles devraient, même avec tous les sujets qu'il peut y avoir dans la relation avec top management, et pourtant pouvoir accueillir ou recevoir tout ça sans forcément stresser ou transmettre, diffuser ça auprès de ses équipes, quoi. Et c'est précisément pourquoi on ne fait pas la différence entre leader et manager, parce qu'on estime que cette responsabilité de rassurer, elle doit être à tous les étages. Et cette responsabilité de préserver l'humain, de donner du sens, de révéler les forces de son équipe, le leader, il est aussi manager. Et donc, on a effectivement décidé de ne pas forcément faire cette distinction de rôle dans la mesure où c'est la fonction managériale, en fait, qu'on n'intègre pas forcément la position dans l'organisation. Pourquoi je pose la question? Parce que dans des expériences vécues, je me suis appuyé sur des leaders qui n'étaient pas forcément managers. Mais c'était des leaders d'opinion, des leaders sociaux au sein du groupe qui étaient capables de motiver les personnes, de les rassurer, de les accompagner quand ils ne comprenaient pas, etc. Ils n'étaient pas managers dans l'organisation, mais ils étaient leaders. Et pour moi, c'était limite le succès des projets sur lesquels j'ai pu travailler. C'est parce qu'il y avait des personnes comme ça dans l'organisation qui incarnaient. J'ai essayé de le faire, mais sur certains sujets, elles étaient beaucoup plus qualifiées. Même pas qualifiées, parce que c'est plus une posture, un état d'esprit que des diplômes ou des certifications.
Et sur un certain nombre de choses, j'ai laissé, je lui ai donné les clés du camion parce que c'est elle qui était capable de driver l'équipe sur ces sujets-là. Ouais. D'où la distinction que je fais entre leader et manager. Et je pense que par rapport à l'IA, cette question-là va se poser parce qu'effectivement, il y a une dimension pour traiter ces sujets de crainte, de peur, etc., qui ne viendrait pas simplement d'une décision hiérarchique. Il faut que la hiérarchie s'engage, mais ça peut être aussi d'une manière un peu plus horizontale et avec des pairs, identifier au sein d'un groupe quels sont les leaders sur lesquels on peut capitaliser, soit parce qu'ils ont testé, soit parce qu'ils ont vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, soit parce qu'ils y voient un intérêt, etc. Et capitaliser d'une manière, encore une fois, AI sur cette partie-là. Et après, pourquoi pas identifier aussi dans les opérationnels quels sont les leaders spécifiques les ambassadeurs qui peuvent embarquer aussi et partager, apporter des rex. D'où la distinction que je fais entre leader et manager qui parfois peut être incarné. Un manager, pour moi, devrait être leader, mais il faut savoir aussi quels sont les éléments de leadership sur lesquels il n'est pas fort, mais sur lesquels il doit s'appuyer sur les autres pour pouvoir le faire. Ouais, tout à fait. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail du bouquin, qu'est-ce qu'on pourrait en retenir? C'est quoi les éléments les plus marquants si vous faites la promotion du livre. Si on fait la promotion du livre, on fait pas ça souvent, Jean-Christophe. Tiens, si on ferait la promotion du livre, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, déjà, il y a un truc que j'ai pas dit au départ, donc ce sera peut-être à découper et à remettre ailleurs. Ou pas. ou pas. Mais c'est un peu déstructuré, mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, je trouve, c'est que finalement, c'est l'art de manager avec l'IA. Mais j'ai presque envie de dire ça pourrait être l'art de manager dans cette période de mutation profonde du monde du travail. Parce que des transformations, en ce moment, on en vit beaucoup. Depuis 2020, l'essor du télétravail, le questionnement sur comment est-ce que je manage des équipes hybrides, comment est-ce que j'arrive à faire confiance à mes équipes qui travaillent 3 jours par semaine à la maison, tous les questionnements autour du temps du travail. Enfin, on a tout un tas de questions qu'on ne se posait pas encore il y a 5-7 ans. C'est extrêmement rapide. Et donc, c'est hyper rapide. Sur ce sujet-là, moi j'ai vécu une mutation très très forte. Alors j'ai le sentiment de m'y être adaptée, pour autant c'était quand même un peu rapide effectivement depuis quelques années. Et puis il y a de l'adaptation très forte quand même en tant que... C'était à marche forcée et c'était dans un système contraint, donc quelque part on était obligé exactement, et ça allait de s'adapter, ou sinon il y avait pas autre chose. Et ça allait du coup beaucoup plus vite. On s'est adapté. Avec parfois c'est pas forcément organisé pour le faire, parce que manager les équipes à distance, on n'a pas tout de suite mis en place les processus qui vont bien. On a appris sur le tas et probablement qu'on a fait des erreurs et qu'on en fait encore, mais il y a quand même des mutations très fortes. Moi je pense à une mutation qui est je parlais du télétravail, mais le télétravail, du point de vue de la symbolique, c'est quand même très très fort. C'est-à-dire que ce fameux « je vais au bureau », ça n'existe plus. Je vais au bureau. Un bureau chez moi, quoi. Non, mais voilà, n'existait plus. C'est-à-dire qu'il y a tout un imaginaire autour de « je vais au bureau ». C'est toute la culture aussi du présentéisme, de « je suis encore au bureau, je ne peux pas rentrer, chérie ». Non, mais c'est une vraie évolution. Et même quelque part dans la légitimité, pas forcément que managériale d'ailleurs, il y a beaucoup de gens quelque part, qui construisaient leur légitimité autour du temps passé au travail, le temps passé au bureau. Et donc tout ça a quand même pas mal bouleversé, je trouve, l'imaginaire du monde du travail, et c'est allé très vite. Donc là, c'est l'art de manager avec l'IA, mais plusieurs personnes qui viendraient témoigner à ma place se diraient, au-delà de l'IA, effectivement, ça va fortement nous bouleverser. Mais là, moi, je vis déjà des transformations très fortes qui
quelque part, ont bouleversé mon rôle de manager et ma manière de le faire. Donc, j'ai été obligée de me re-questionner en tant que manager sur quel est mon rôle, qu'est-ce que ça signifie, comment j'incarne vis-à-vis de mes équipes, à distance. Toutes ces questions-là, on se les pose déjà aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais dire sur ce qui a aussi animé ce projet-là. Après, on peut le garder à ce moment-là. On peut le garder à ce moment-là, c'est cohérent. Ça me va. C'est bien, non, c'est bien, tu te débrouilles bien. Justement, je trouve que ça aurait été de dire l'art de manager avec l'AI. Oui. Parce que... on ne peut plus changer le titre. Non, on ne peut plus changer le titre. L'AI, l'art de manager avec l'appreciative inquiry pour maintenir l'effet de corps social ou autre, pour intégrer l'IA. Sauf qu'effectivement, il y a en ce moment, ça ne t'a pas échappé, que je ne crois pas qu'il n'y ait pas un poste qui ne parle pas. Qui n'en parle pas. Ouais. Et donc, voilà. Donc, dans le livre, il y a toute l'expérience que je trouve extrêmement forte de Linda dans ce groupe. Donc là, tu as vraiment vécu le berceau d'un groupe qui se saisit de cette dimension un peu parfois superficielle ou artificielle, mais en tous les cas, il faut bien en tenir compte. Et puis, il y avait aussi comment faire en sorte que un manager puisse, comme je le disais tout à l'heure, mettre en place un système de discussion, de coopération, d'échange, non pas virtuel, mais présentiel, physique. Et il nous est apparu que l'approche appréciative pouvait avoir du sens. C'est pour ça que dans une des parties du livre, on explique à ceux qui ne connaissent pas le protocole, c'est-à-dire la manière de conduire une réunion, des échanges. Et on s'est dit avec Linda qu'il pouvait y avoir un côté pédagogique. Donc, on a créé un protocole qui a été expérimenté. Si des managers veulent le suivre, ils peuvent tenter de le faire. Voilà. Donc, dans ce livre-là. Et puis, il y a aussi il y a une dizaine on l'a dit tout à l'heure, de dirigeants dont toi, pour partager. À chaque fois, je veux rentrer dans le détail, mais vous m'en éloignez un peu parce que vous évoquez des choses extrêmement intéressantes, notamment sur le fait de dire l'art de manager indépendamment de l'IA. On est en train de rentrer dans une ère extrêmement changeante, de mutation extrêmement rapide. Je prends juste l'exemple de l'histoire des générations. Avant, on disait qu'une génération, c'était 30 ans. De plus en plus d'études ont dit que la durée d'une génération est plus réduite, d'une part du fait qu'il n'y a plus de repères communs. Ce qui définissait une génération, c'est qu'ils avaient des repères communs. Parfois, c'était les dessins animés qu'ils avaient vus, etc. Mais maintenant, il y a tellement de richesses, il y a tellement de choses différentes, etc., que ce qui fait le commun et ce qui représente une génération est extrêmement réduit. Et du coup, est-ce que vous abordez dans ce livre, avant de rentrer dans la partie IA, cette notion de comment on se positionne dans un monde qui bouge énormément, trop vite, très vite? Moi, je pense qu'il y a des chercheurs qui ont étudié ça sur la question du temps. Il y a du temps humain. C'est-à-dire que ta manière de réfléchir, elle n'a pas été multipliée par 10, comme le trading haute fréquence, comme des stimuli qui font que l'information, en nanosecondes, elle passe d'un endroit à l'autre. Le temps humain, alors il y a des personnes qui ont des puces qui leur permettent de réfléchir parce qu'ils sont complètement augmentés. C'est justement de faire en sorte que... moi, je crois que ce n'est pas la première révolution. Je l'ai vécu quand j'ai formé des personnes à Windows. Et mes premières armes, quand on n'appelait pas ça accompagnement au changement ou à la transformation, c'était des terminaux passifs où le système d'exploitation s'appelait DOS. Quand je dis ça... MS-DOS. Oui, non, j'ai connu. J'ai dit, je dirais à mes fils... T'es bien conservé quand même. Écoute, c'est l'huile d'olive. Passe-moi une disquette 3,5 pouces ou 5 pouces 1/4. Ouais. Tu vois, et je le teste d'ailleurs parce que dans des entreprises, il y a des personnes qui ont 22, 23, 24 qui n'ont pas connu le DOS. Oui. Et en fait, ces terminaux passifs, à l'époque, c'était que vous tapiez du code, en fait. J'étais intervenu dans les caisses de retraite, ceux qui liquident la retraite, les CAF, qui sont tout un système pour recevoir vos allocations et votre retraite. Donc, c'était très informatisé. Et j'ai vécu ça, parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance d'être dans un cabinet de formation en informatique où on dit on voudrait que vous les formiez à Windows.
Alors, bon, très bien, on arrive en salle, et puis Windows, c'est des fenêtres qui s'ouvrent, plusieurs fenêtres en même temps. Ah ouais, et il y a même des intranets. Il y avait Lotus Notes à l'époque, il fallait gérer. Et puis après, commence à avoir les agendas à droite à gauche. Et j'ai vécu ça. Ça s'appelait pas une transformation. Mais je suis plus moi avec mon outil, c'est que d'autres peuvent voir. Il y a une ouverture. Et là, il y a véritablement aussi, pareil, il y avait une évolution massive qui nous a forcés à nous adapter. Donc, je crois vraiment que on a travesti, ça c'est un point de vue personnel, les faits des grands changements, alors qu'on s'aperçoit. Et effectivement, ce langage qu'on emploie, transformation par exemple, il est venu teinter nos discussions. Il n'y a pas une entreprise qui fait de la transfo. Et moi, je crois que, pour aller un petit peu là-dedans, c'est de faire confiance à l'humain dans sa capacité de s'adapter. Toi, tu étais bien placé pour le savoir. Mais encore plus et davantage, c'est que s'il se remémore qu'il a eu cette capacité de le faire, un peu d'une façon résiliente, on s'adapte. Donc, quand on emploie du langage, je travaille beaucoup sur la notion de langage, un peu du langage massif, restructuration, réorganisation, on provoque des doutes. Alors qu'en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, on s'adapte tout le temps. Enfin, les neuroscientifiques savent qu'il y a des neurones qui s'éteignent et d'autres qui voilà. Il y a de la plasticité cérébrale. Cognitive. On a changé de voiture, de maison, de maternelle pour ses enfants, de conjoint, de conjointe. On a changé les gonds des portes. Donc avant, on la poussait, maintenant, on la tire. Donc moi, j'ai très confiance en ça, de manière à ce que, finalement, le fait d'amener ces changements notoires, massifs ou autres, de réduire notre langage pour ne pas faire un enflement de la situation rien que par le langage qu'on emploie. Et ça te rejoint le système cognitif. Je te rejoins sur deux choses. Il y a effectivement cette notion de langage qui est extrêmement importante, et effectivement, il y a parfois des effets d'annonce, il y a parfois un langage qui est volontairement ou involontairement complexifié pour donner de la valeur aux choses, et les cabinets de conseil qui accompagnent les grands groupes sur ces sujets-là n'aident pas, parce qu'effectivement, l'intérêt, c'est de complexifier. Alors que les choses peuvent être relativement simples. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a, contrairement à effectivement l'arrivée de l'Internet, l'arrivée de Windows dans les entreprises, l'arrivée d'Internet, l'arrivée des réseaux sociaux, pour moi, c'est l'une des premières fois où ce qu'il y a à l'extérieur est beaucoup plus rapide, beaucoup plus riche, beaucoup plus innovant que ce qu'il y a à l'intérieur des entreprises. Et du coup, il y a une dimension de frustration. Tu parlais tout à l'heure de c'est quoi ma compétence par rapport à ce qui est potentiellement disponible à l'extérieur, mais que je ne peux pas intégrer pour des raisons de cybersécurité, pour des raisons de process nécessaires pour que ça rentre, etc. Et on se retrouve, sans forcément grossir le trait, dans quelque chose qui a une vitesse d'évolution beaucoup plus rapide que l'évolution que les entreprises ont l'habitude d'intégrer. Ajouter à tout cela, ce que j'ai commencé à évoquer avec la différence générationnelle, de personnes qui n'ont grandi que dans ça, qui ont développé ces compétences d'adaptation parce qu'ils ont cette logique de c'est nouveau, ok, ça arrive, c'est très bien. De toute façon, on a déjà vu 14 000 trucs différents qui sont arrivés dans notre chute. Donc si c'est nouveau, c'est nouveau. Mais il y a quand même toute une génération qui a grandi pendant très longtemps dans des choses très processées, pas à pas, etc. Et qui mettait du temps long pour se transformer. C'est-à-dire que la vraie différence, ok, on a vécu des transformations et on a fait preuve d'adaptation, mais c'était sur du temps long. C'est ça. Là, la différence, c'est l'accélération. En fait. Et il va falloir, ou pas, parce que peut-être que la réponse est ou pas, le faire dans un autre rythme. Est-ce qu'aujourd'hui, les managers, et notamment à travers ce que vous avez vu, sont outillés pour pouvoir le faire dans un autre rythme, avec un mix de population, avec des vitesses d'évolution différentes, des représentations différentes, un langage différent, une façon d'appréhender ces sujets qui est complètement différente? Est-ce qu'aujourd'hui, dans
vous voyez ça dans les entretiens ou les commentaires que vous avez récupérés? Est-ce que vous voyez ça? Oui, il y a la culture ou le culte de l'immédiateté. Mm. Enfin, vous commandez quelque chose sur Internet, si on vous dit qu'on est livré dans une semaine, Vous changez de site. Une crise. Donc on a cultivé cette immédiateté qui est aussi un peu irriguée ou nourrie par la question de la performance, dont Olivier Hamon vous parlera. Et qu'effectivement, quand on dit temps long, non, le temps, c'est le temps. C'est une aberration de dire le temps long, parce que le temps, c'est le temps. Je veux dire, Étienne Klein vous le dirait. Non, c'est simplement qu'on s'est mis dans une situation où, et je pense que l'IA ne va pas faciliter ça, c'est que l'IA va nous renvoyer le fait que tu es trop long à réfléchir. Oui. Et oui, vous tapez, tout le monde a fait des prompts maintenant. Moi, j'ai tapé Appreciative Inquiry et Jean-Christophe Baralis, j'ai eu 15 pages en 2 secondes. Et juste en plus. Donc, c'est la culture de... Elle n'a pas halluciné sur toi? Non. Je ne sais pas. Moi, j'étais docteur en philosophie, je crois qu'il y a une erreur. Mais ça lui allait bien, ça lui allait bien du coup. Ça me va, j'accepte cette hallucination. J'ai pu dire à ma mère enfin que j'ai eu un doctorat. C'était extrêmement rapide, ça m'a économisé 6 années d'études. Mais... Donc la culture de l'immédiateté et de la performance, la culture de la performance, ça vous a pas échappé que si vous faites pas vos 10 000 pas par jour, c'est pas bon. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il y a la culture de la bonne note et aussi la culture du couple parfait, de cette illusion et donc il y a l'immédiateté, il y a l'imperfection et c'est pas socialement acceptable. Donc c'est là où je pense que par exemple l'approche appréciative, c'est remettre du récit, de la narration pour ne pas s'oublier comme des êtres qui sont faits d'histoire. Et de faire un contre-pied un tout petit peu à ce temps qui nous tire vers quelque chose dont je ne sais pas le futur. Mais dans cet espace-temps, et c'est là où je trouve que ce qu'ils nous ont dit, notamment Guillaume Lefebvre de l'IFCA, il nous dit, mais c'est l'illusion de gagner du temps, parce qu'on ne gagnera pas de temps. Le rapport sera fait en 2 secondes à la place d'une journée. Mais ce qui va se passer, c'est que le temps que je vais gagner, on n'en gagne pas. C'est le syndrome du bureau. Quand le bureau est trop chargé, qu'est-ce que vous faites? Vous en achetez un plus grand. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Vous le remplissez. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça, c'est une question qu'on pose beaucoup dans le livre. C'est que, effectivement, si, dans l'absolu, ça peut nous faire gagner du temps, mais tout est question de choix, finalement. Qu'est-ce qu'on en fait de ce temps qu'on gagne? Est-ce que des gens vous ont répondu? Parce que ça fait partie une des études que j'ai lues il n'y a pas très longtemps, répondait à cette question-là, ou plutôt, disait que les gens étaient incapables de dire « Ok, vous gagnez du temps, qu'est-ce que vous en faites ?» Alors, ils ne gagnent pas de temps parce que le temps qu'ils arrivent à ils remplissent avec la même chose, donc ils ne gagnent pas de temps. Mais aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, ils remplissent le temps. Mais d'ailleurs, on commence le livre avec ce récit-là. C'est-à-dire que la question, on la pose dès le départ dans le bouquin. C'est ça peut nous faire gagner du temps. Mais au service de quoi? Au service de quoi? Parce que je prends l'exemple, j'en parlais ce matin en conférence, je prends l'exemple du mail. En fait, si on ne fait pas ce choix conscient de mettre ce temps qu'on gagne au service de la relation, de la coopération, de l'humain, l'IA vivra le même paradoxe que le mail. Le mail, à l'origine, c'était censé nous faire gagner du temps. Finalement, ça a accéléré les cadences, ça a multiplié les sollicitations, ça a fini par nous submerger. Moi, j'ai un collègue qui est à plus de 4000 mails et on sait très bien que pour le joindre, il se reconnaîtra peut-être. Je ne citerai pas son nom. Tu lui enverras le lien vers le podcast. Non, mais des gens me disent « Mais j'arrive pas à le joindre, il répond jamais à ses mails. » Mais tu devrais le connaître, il répond jamais à ses mails, il est à 4000 mails. Donc ça finit par nous submerger, ces mails. Mais l'IA, en fait, ça fera pareil si on ne décide pas consciemment de mettre l'IA au service du travail humain et pas l'inverse. Donc c'est un choix conscient. Ça peut nous faire gagner du temps, ça peut nous rendre, n'en déplaise à Monsieur Baralis, plus performants, plus efficients. J'ai envie de dire, c'est peut-être plus ça le terme que la performance, mais à condition de décider qu'on va finalement en faire quelque chose qu'il n'y a que l'humain qui peut le faire.
Et c'est peut-être ça, en fait, la différence. C'est comment est-ce que j'arrive à développer des compétences humaines différenciantes. Ce que j'appelle des compétences humaines différenciantes, pour moi, c'est cette capacité à créer le lien, l'empathie, la créativité. Une IA n'est pas créative. Franchement, Moi, je sais alors pas. ça, moi j'ai tenté, je trouve pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'essence créative. C'est une essence générative, mais pas créative au sens créativité. Donc pour moi, ça reste quand même de l'essence humaine, la créativité, l'empathie, Oui. l'intelligence émotionnelle. Tout ça, pour moi, ce sont des compétences humaines différenciantes qui sont extrêmement nécessaires, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, pour garder l'humain concurrentiel face à l'IA. Et c'est ce qui va permettre une collaboration homme-machine demain, et c'est aussi un peu ce qu'on a entendu dans les témoignages qu'on a réalisés. Tu m'as donné l'idée d'inviter un expert, un docteur en créativité pour comprendre justement comment se fait ce process de créativité. Et ça peut être intéressant de parler de créativité vis-à-vis de l'IA parce que, effectivement, la créativité, il y a la notion de s'inspirer de ce qu'on voit. Et plus on voit, plus on va pouvoir générer de nouvelles idées par rapport à ce qu'on voit. Et il y a une dimension qu'on néglige, c'est que le cerveau traite 99,7% d'informations inconscientes. Du coup, je vois par exemple ce bureau, comment il est structuré. Peut-être que si on me demande ce soir, est-ce que tu voudrais pas installer une étagère, la première image que j'aurai, c'est cette étagère-là. Et du coup, je dirais, oui, ce serait bien d'avoir une étagère noire avec des vases dedans. Donc même le process de créativité, là, franchement, j'ai envie d'inviter un expert de la créativité pour parler de ça. Mais il y a cette dimension inconsciente et la richesse de l'IA, si on apporte une vision anthropomorphique à la chose, c'est que elle a cette capacité de traiter énormément de choses, beaucoup plus que ce que l'humain est capable de traiter, pour générer des idées que potentiellement on n'a pas, on nécessiterait un peu plus de temps pour l'avoir. Et c'est un peu ce qui sort indépendamment de l'IA générative, c'est que l'IA a cette capacité de traiter une quantité d'informations que l'humain n'est pas capable de traiter et d'en sortir des choses. Mais je reviens sur quelque chose que vous avez évoqué tous les deux, c'est cette notion de surinformation que l'IA est capable de faire. On a vécu avec le mail, mais l'IA ne va faire qu'accentuer tout ça. Et là où j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce que vous avez vu ou échangé lors de la rédaction du bouquin, c'est cette relation homme-machine. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une relation 1 à 1 avec la machine et on développe la performance ou l'employé, le collaborateur augmenté avec tous les outils qu'on lui met. Comment on positionne ça dans une vraie logique de collaboration au sein d'une équipe, donc dans les relations humaines qu'on génère, et dans cette relation humain à machine, donc, et peut-être humain S à machine S, parce qu'aujourd'hui, j'imagine que si vous posez la même question, tu as dit Jean-Christophe que tu utilisais peut-être pas suffisamment, mais si vous posez la même question avec les mêmes mots à vos LLM que vous utilisez, les réponses ne seraient pas les mêmes parce qu'elles sont influencées, conditionnées par tout ce que vous avez saisi avant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous abordez dans le livre et dans les échanges que vous avez eus cette notion de comment on maintient cette relation homme-homme dans le cadre d'une relation homme-machine enrichie? Oui, on l'aborde dans le fait que, par exemple, il y a un élément très important dans le maintien de la bonne santé au travail, c'est parler de son travail. Oui. Et parler de son travail quand ça marche, quand ça fonctionne, ça maintient l'énergie. Donc, ça maintient l'énergie et donc ça maintient l'énergie que j'ai avec le produit que je fais ou le service que je rends. Donc la relation homme-machine, comme tu l'évoques, et c'est un peu le rôle du manager, on l'évoque aussi, c'est que dans une équipe ou une organisation, il y a ceux qui vont faire que de l'IA tous les jours, qui sont dans un métier de traitement de l'information. Et je prends un garage automobile, il y a celui qui a la clé à molette. Ou qui se met sous le véhicule pour faire une vidange.
Est-ce que ChatGPT fait l'évidence? Je ne suis pas certain encore. Mais c'est ça où le manager il a un rôle, c'est que là où il va y avoir une vitesse, une augmentation d'informations sur des stratégies à mener, sur trouver des nouvelles voies pour avoir un nouveau métier, une nouvelle activité, mais il y a quand même celui dont il va falloir s'occuper. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement de faire en sorte que c'est un tout et qu'il faut prendre en compte tous les métiers d'une organisation pour que le fait de se rencontrer, de se maintenir en lien, et on l'évoque vraiment fermement dans le bouquin, fasse que personne s'échappe à quelque chose et qu'on tient compte des métiers et des tâches des uns des autres. Sinon, c'est une tectonique des plaques. Il peut y avoir ça tire d'un côté, ça tire de l'autre. Mais mon ostéo que j'ai vu hier, il m'en parlait parce que je lui dis, alors ça va, ça fait très longtemps qu'on se connaît, j'ai sorti un bouquin. Et je lui dis, écoutez, pour le coup, c'est bien parce qu'il n'y a pas d'IA qui va pouvoir me craquer. Et donc, il m'a regardé. Elle peut dire comment faire, mais pas forcément... Elle peut dire comment faire. Donc, oui, ça, c'est intéressant. C'est pas parce qu'on sait faire qu'on peut le faire. C'est autre chose. Il peut y avoir... Donc... Et la façon dont on l'aborde aussi, parce que finalement, tous les managers, les dirigeants qu'on a interrogés, quand on met leur voix bout à bout, ça dessine un paysage commun qui nous a permis d'identifier quand même des axes forts, des enjeux d'intégration de l'IA en entreprise d'une certaine manière. Et la coopération est un chapitre à part entière dans le livre, parce que la coopération, c'est ce qui permettra à des équipes d'être innovantes, notamment, et l'innovation dans un contexte extrêmement concurrentiel est absolument essentiel à la survie des entreprises aujourd'hui. Et cette coopération-là, déjà entre hommes et hommes, entre hommes et femmes, entre humains, n'est pas forcément simple. Oui. Et on voit qu'il y a un délitement de la coopération entre humains. Et le discours qu'on tient au travers aussi des témoignages qu'on a entendus, c'est qu'il va falloir en fait remettre de l'énergie et de la méthode peut-être sur le renforcement de la coopération entre humains pour servir la coopération humain-machine. Okay. Parce que finalement, cette coopération entre l'homme et la machine, déjà on part du principe que ça peut être compliqué au départ parce que tu l'as dit toi-même dans le livre, d'ailleurs je vais te paraphraser, c'est que l'IA n'arrive pas neutre, elle est chargée d'imaginaire, de peur, de récits de science-fiction, de fantasmes parfois. Et tout ça, en fait, ces représentations qui précèdent la réalité génèrent énormément de résistance. Et donc ces résistances-là, elles s'expriment aussi dans la collaboration avec la machine. Et donc si on met des collectifs et des machines dans une coopération au service d'un projet, il va falloir quand même soigner cette coopération de façon à lisser les résistances et puis les aplanir. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. Ça demande de la méthode, ça demande une intentionnalité du manager aussi, si tant est que le manager ne soit pas lui-même en résistance. Donc voilà, c'est absolument essentiel, on l'a perçu dans les témoignages, mais ça demande de la conscience. Et du coup, je vois l'heure tourner. Je pense qu'on peut vraiment passer des heures à discuter de ces sujets-là. Pour vous, par rapport à ce que vous avez réussi à collecter, c'est quoi le leader de demain avec des contextes ou des organisations où l'IA est complètement intégrée? Alors, moi, je vais utiliser le terme de manager, si tu veux. Ok, pardon. Le manager de demain. Mais des formations professionnelles, c'est un leader. Non, mais c'est un terme. En fait, c'est un terme générique qui parle de la fonction plus que du rôle. Je comprends bien la distinction que tu fais. Pour moi, le manager de demain, c'est plus celui ou celle qui détient toute la connaissance. Les machines le font mieux que nous, ils le feront beaucoup mieux que nous demain. Donc pour moi, là où le manager de demain, ce sera celui ou celle qui donne du sens à ses équipes, qui révèle les forces de ses équipes, et là on fait le lien avec l'appreciative inquiry, qui est capable de construire un horizon partagé, parce que si on rentre dans la méthode, pour lever les résistances, le mieux c'est d'avoir un futur désirable, désiré par les équipes, donc cette capacité à donner
à construire, à co-construire, c'est encore mieux, un horizon partagé. Et je le disais ce matin, mais finalement, j'aime bien la formule, c'est que pour moi, l'art de manager avec l'IA, c'est peut-être de faire de l'intelligence artificielle un levier d'intelligence humaine augmentée. Oui. Mais quand on replace l'humain au centre de la réflexion. En fait, tu as pris ce que j'allais dire. En fait. C'était beau, tu es encore ébloui par ce que je viens de dire. Oui, vraiment, ça m'impressionne beaucoup. Ce qui profondément nous habite et qui sera remplacé par aucun algorithme ou autre, c'est notre humanité. Et l'humanité qu'on a, elle est dessinée, provoquée, bâtie sur le récit, sur l'histoire. Et donc, je crois vraiment, justement, pour que on a l'usage des deux mains, on peut être droitier ou gaucher, mais on utilise les deux. Et je trouve intéressant, pour moi, demain, c'est OK d'aller sur de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, et on y est déjà, et d'avoir aussi dans l'autre main, de ne pas perdre de vue le récit, la vision qu'on a de l'avenir, nos forces, tu l'as dit. Et je crois beaucoup à l'approche narrative, en fait. L'approche narrative, et j'ai eu la chance de connaître Dina Scherer, qui m'a formé, et c'est une amie très chère. Et qu'on pourrait inviter au podcast. Je trouve que Dina, elle serait formidable, parce génial. Elle promeut le narratif dans les organisations comme un pouvoir fort de maintenir, justement, de garder, de protéger peut-être, un peu comme le feu sacré, ce qui nous anime et ce qui nous bâtit, c'est le sens. Parce que, contrairement à ce que tu dis, chère consoeur, le sens ne se donne pas. C'est qu'on crée les conditions pour le fabriquer nous-mêmes. C'est une intériorité, c'est du travail signifiant. Et donc, le leader de demain, enfin, moi, je crois, c'est aussi d'avoir des temps où on se laisse happer par l'immédiateté, l'information haute fréquence, obtenir des choses dans l'instant. C'est du prime travail, hein. C'est la mode Amazon. Et puis dire, stop, on fait un break, on discute, on échange. Ça peut être... Et puis, hop, on reprend. C'est d'avoir, comme tout, hein, c'est d'avoir une dualité, une modalité où les mondes ne s'opposent pas, mais qu'on les fasse converger. Cohabiter. Moi, j'utilise des mots d'entreprise. Je fais de la transfo. C'est comme ça. C'est une formations. Tu vas vraiment te transformer. Hein. Je sais pas comment. C'est une déformation professionnelle. C'est comme ça. C'est ce qu'on dit. Je mène des restructurations. Tu vois. Quand on aime les choses, on les fait vivre. Hein, c'est ça. Création de prophéties autoréalisatrices. C'est exactement ça. Jean-Christophe Lindom, merci beaucoup pour cet échange. C'était un vrai plaisir. L'espace est le vôtre. Vous revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Merci de nous avoir invités. C'était très fluide et très sympa. C'était un chouette moment. À très bientôt. Je vous remercie tous pour l'écoute et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Humain. Bye bye. Bye bye. Merci d'avoir regardé ou écouté ce podcast jusqu'au bout. Je compte sur vous pour liker, partager ou commenter, nous dire ce que vous avez aimé, ce qu'on pourrait améliorer, en parler un maximum autour de vous et surtout, posez vos questions. J'aurai un immense plaisir à y répondre. Je suis toujours Mohamed, vous êtes sur Humain et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.